Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale intitulé Histoire des infirmiers. Procédons dès maintenant au sommaire. Dans une première partie, nous allons parler des origines du métier d'infirmier. Dans une deuxième partie, nous allons parler des différents rôles qu'ont pu jouer les femmes soignantes dans l'histoire. Dans une troisième partie, nous verrons les différentes grandes figures infirmières que vous devez connaître. Et enfin, nous ferons la même chose sur les théoriciens modernes des soins infirmiers. Commençons donc par la première partie qui est consacrée aux origines du métier d'infirmier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot infirmier a deux origines étymologiques possibles. Première origine, ce serait infirmus infirmitas, qui signifie qui n'est pas ferme, au moral comme au physique, ou qui s'occupe des infirmes. L'autre origine étymologique serait enfer, enfer, qui par définition désigne l'enfer et qui symbolise ainsi la souffrance ou le mauvais. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'il y a toujours eu dans l'histoire des femmes soignantes, notamment parce que le soin était une nécessité pour perpétuer l'espèce humaine. En effet, dès l'origine de notre ère, on a eu affaire à une division sexuelle du travail, avec d'un côté la femme qui doit assurer le maintien et la continuité de la vie, et de l'autre, l'homme qui doit lutter contre les dangers et protéger l'espèce. Avec cette division sexuelle du travail, les femmes ont accumulé énormément de savoir sur la notion de soin, notamment parce qu'elles étaient habituées à observer la nature, habituées à cueillir, habituées à accommoder les plantes. Elles connaissaient donc leur pouvoir de soigner. Cette fonction qui est inhérente à la femme et à l'espèce humaine va progressivement se modifier et se professionnaliser avec l'ère chrétienne, puis avec le développement de la médecine scientifique. Nous arrivons donc à la deuxième partie de notre cours qui est consacrée au rôle des femmes soignantes dans l'ère moderne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les soins sont intimement liés à la religion. En effet, à l'ère chrétienne, seule l'âme était vue comme quelque chose de noble, et non pas le physique. Ainsi, tous les soins qui étaient pratiqués étaient vraiment concentrés sur l'âme et surtout pratiqués par des religieux, notamment des moines. Tout ce qui était massage ou hygiène était abandonné. Et c'est de cette manière qu'on assiste à la naissance des premiers hospices et des premiers hôpitaux. Dans ces hospices et ces hôpitaux, seules des femmes vierges et consacrées à la cause de Dieu étaient habilitées à soigner. Tous les soins d'hygiène étaient tabous et étaient aussi assurés par des personnes laïques au passé douteux. Et d'ailleurs, les religieux se méfiaient des femmes guérisseuses, qu'ils associaient à la notion de sorcière ou à celle du démon. Ce qui a tout changé en France, c'est la Révolution de 1789, qui est par nature anticléricale, c'est-à-dire opposée à l'Église. C'est donc à ce moment qu'on voit une laïcisation des hospices, et c'est aussi à ce moment que les idées humanitaires font leur apparition. C'est aussi à ce moment qu'on a besoin d'un personnel qualifié dans ces hospices, et en 1790, c'est la fin du recrutement religieux. Mais faute de remplaçantes de qualité, les religieuses vont rester longtemps dans les hôpitaux. À l'époque, le recrutement se fait sur la notion d'abnégation, sur le dévouement malade et sous la soumission et l'obéissance aux médecins. Tous ces aspects influenceront énormément la profession. S'il y a bien une femme qui a révolutionné le métier d'infirmier, c'est bien Florence Nightingale. En effet, lors de la guerre de Crimée en 1853, elle va mettre au point une organisation des soins qui va faire chuter la mortalité des combattants de 50 à 2%. Son travail est alors reconnu par les autorités britanniques qui lui permettent d'ouvrir la première école d'infirmières. Florence Nightingale a ainsi instauré une organisation des soins efficace basée sur l'hygiène, le confort et l'éducation à la santé. C'est près de 25 ans après que naît la formation des infirmières en France. En effet, la première école d'infirmières est fondée en 1878 par le docteur Bourneville. Ce sera l'école d'infirmières de l'Assistance publique de Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. À ce moment-là, les religieuses deviennent indésirables dans les hôpitaux, car leur conception du soin est incompatible avec le travail médical. Elles vont donc être remplacées par un nouveau personnel. Ce nouveau personnel formé, ce sont des femmes de milieux modestes, peu ou pas lettrées, laïques, d'excellente moralité et au service du médecin et du malade. Notez cependant que la culture du dévouement des religieuses a laissé des traces, et les médecins s'attendent naturellement à ce que les infirmières appliquent les consignes sans discuter et à ce qu'elles soient dévouées aux malades. Faisons maintenant un rapide aperçu de ce qu'est l'infirmière au XXe siècle. Tout d'abord, durant la Première Guerre mondiale,
le dévouement des infirmières marque la société en profondeur, et l'image de l'infirmière en robe et voile de blanc, soignant et consolant les blessés, a marqué la mémoire collective. Dans l'entre-deux-guerres, les infirmières sont majoritairement présentes dans l'hygiène scolaire, la médecine du travail ou au service des armées. L'exercice libéral sera réglementé en 1947 et c'est à ce moment-là que la première spécialité de puéricultrice apparaît. Il y a une date importante à retenir, c'est la loi du 8 avril 1946 qui va limiter les soins infirmiers à l'application d'une prescription et ou d'un conseil médical. Je cite, est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement, soit à domicile, soit dans les services publics ou privés d'hospitalisation ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin. C'est en 1949 qu'est né le métier d'aide-soignant. Il a été créé pour libérer une partie du temps infirmier et leur permettre de se consacrer aux soins techniques et aux tâches administratives. En 1958, l'État reconnaît les certificats d'aptitude à la fonction d'infirmière surveillante, d'infirmière monitrice, puis à ceux d'infirmier d'aide anesthésiste en 1960 et enfin à celle d'infirmier de salle d'opération en 1971. Autre changement majeur après la Seconde Guerre mondiale, le rôle des infirmières va encore changer. Pourquoi? Parce que la découverte des antibiotiques, le baby-boom et la création de la sécurité sociale vont faire augmenter la demande de soins. C'est ainsi que les médecins vont confier aux infirmières des actes techniques qui ne les intéressent plus, comme par exemple la prise de sang, les injections, les perfusions ou encore la pose de sonde urinaire. À ce moment-là, le profil de l'infirmière va changer. Désormais, elle doit être capable de raisonner par elle-même, d'élaborer une démarche de soins infirmiers ou encore de mettre en place une surveillance clinique de la personne soignée. La loi du 31 mai 1978 va reconnaître le rôle propre de l'infirmier. À ce moment-là, l'infirmière gagne en autonomie professionnelle. En 1992, les IFSI sont créés et un diplôme d'état unique va leur permettre de travailler dans tout service de soins. En 1993, les actes du rôle propre et du rôle prescrit sont révisés et des règles professionnelles qui précisent les bons comportements sont établies. À quoi ressemble le métier d'infirmier au XXIe siècle? Déjà, il y a une date qu'il faut que vous reteniez. C'est 2006. C'est la création de l'Ordre national des infirmiers, dont le but est de contrôler l'accès à la profession, de défendre son honneur et de défendre ses compétences pour assurer la qualité des soins. Le XXIe siècle, c'est aussi le siècle de l'élargissement des compétences. En effet, en avril 2007, un arrêté ministériel autorise les infirmiers à prescrire du matériel de soins comme des compresses, des sondes ou encore des perfusions. En 2009, la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire instaure des protocoles de coopération professionnelle qui vont permettre à des médecins de confier certaines missions d'examens médicaux ou de suivi des patients à des infirmiers ou des infirmières qui sont formés spécifiquement. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre cours, qui est consacrée aux grandes figures infirmières de l'histoire. Nous en avons parlé auparavant, mais la première grande figure infirmière de l'histoire, c'est Florence Nightingale. Cette infirmière anglaise va soigner des blessés lors de la guerre de Crimée. Sa véritable différenciation, c'est de dire que le soin infirmier est complémentaire de l'art médical. Il doit être donc dissocié du religieux. Elle est convaincue que pour savoir soigner, il faut avoir appris. Et elle va donc créer le système Nightingale pour la formation des infirmières, qui repose sur le modèle hôpital-école. En 1860, elle va lancer son premier ouvrage sur la pratique infirmière. Elle accorde dans cet ouvrage une place centrale à l'environnement et à la qualité de vie. Sachez aussi que le 12 mai, date de la naissance de Florence Nightingale, a été choisi pour célébrer la Journée internationale des infirmières. Deuxième grande figure infirmière, Anna Hamilton. En 1801, elle va créer l'école de la Maison protestante de Bordeaux sur les principes de Nightingale. Pour elle, l'infirmière est l'auxiliaire du médecin. Je cite, l'hôpital-école, c'est le lieu où les élèves sont formés non seulement à savoir faire ce qu'il faut faire, mais comment le faire et pourquoi le faire. Troisième grande figure infirmière qu'il faut que vous connaissiez, Léonie Chaptal. Elle est diplômée en 1903 et son souci constant, c'est de former les infirmières qui sont pour elle des éducatrices de santé. C'est la première infirmière journaliste et écrivain. Elle va créer la première revue nationale, l'Infirmière française, et va aussi fonder la première association pour les infirmières, l'ANFID.
Maintenant, nous arrivons à la quatrième et la dernière partie de notre cours consacrée aux théoriciens modernes des soins infirmiers. Première théorie à connaître, les modèles de l'interaction de Hildegard Peplau. Hildegard Peplau est une américaine et docteure en éducation. Elle a notamment souligné l'importance de la relation infirmière-client comme un des fondements du métier. Selon elle, le soin est un processus actif entre une personne qui a besoin d'aide et une autre personne qui est capable de la lui donner. Ainsi, le rôle de l'infirmier, c'est d'être une ressource, un conseiller, un substitut et un expert technique. Deuxième théorie à connaître, l'école des effets souhaités de Callista Roy. Sir Callista Roy voit la personne en santé comme un système qui réagit à des stimuli et répond selon les capacités d'adaptation. Ainsi, le rôle de l'infirmière va consister à manipuler les stimuli que reçoit le client afin de promouvoir dans un second temps les mécanismes d'adaptation. De fait, le but des soins infirmiers est de promouvoir les 4 modes d'adaptation chez la personne: les besoins physiologiques, l'image, l'estime de soi, la maîtrise des rôles et les relations d'interdépendance. Ainsi, l'infirmière doit évaluer les compétences du patient, aider l'être humain à utiliser des mécanismes acquis ou innés, permettre au patient de conserver son énergie afin qu'elle soit employée à la guérison. Autre version de la théorie de l'école des effets souhaités, celle de Marjorie Gordon. Selon elle, l'infirmière doit prévenir quand cela est possible une altération des fonctions de santé. L'infirmière doit promouvoir les fonctions de santé et les rendre productives. Et enfin, l'infirmière doit restaurer les fonctions de santé altérées. Selon elle, il existe 11 fonctions de santé, parmi lesquelles la perception et la gestion de la santé, la nutrition et le métabolisme, ou encore l'élimination. Elle va proposer un modèle avec une grille organisée de recueil de données. Il est pour vous facilement et concrètement utilisable dans la pratique. Autre théorie à connaître, le modèle de McGill de Maura Allen. Cette Canadienne a proposé un modèle orienté vers la promotion de la santé de la famille. Elle postule que la santé va s'apprendre par la découverte personnelle et la participation active, principalement au sein de la famille. Selon elle, le but premier des soins infirmiers est la promotion de la santé, c'est-à-dire le maintien, le renforcement et le développement de la santé de la famille et de ses membres par l'activation de leur processus d'apprentissage. Elle met donc énormément l'accent sur cette notion d'apprentissage. L'infirmière va alors jouer un rôle d'agent facilitateur, d'agent stimulateur et motivateur face à l'apprentissage. Parlons désormais de la théorie de l'être humain unitaire de Martha Rogers. Selon elle, il faut promouvoir l'harmonie entre l'être humain et son environnement. Sa théorie est donc centrée sur l'unicité de l'être, son interaction avec son environnement, son évolution et son adaptabilité. Le rôle infirmier est alors d'aider l'être humain à atteindre un état de santé physique, mental et social optimal. Une des théories qu'il faut que vous connaissiez absolument, c'est la théorie des besoins de Virginia Anderson. Née aux États-Unis à Kansas City, elle est diplômée en 1921 et elle devient enseignante en Virginie et s'engage pour la défense et la promotion des infirmières. Elle écrit de nombreux ouvrages, définit les soins infirmiers et formalise une grille d'évaluation des besoins de l'homme. C'est un aspect très important de sa théorie. Elle a pour postulat que tout être humain désire son indépendance. La personne forme un tout complexe présentant des besoins fondamentaux. Et si un besoin n'est pas satisfait, l'être n'est pas complet ni indépendant. Pour Virginia Anderson, le but de l'infirmière, c'est de conserver et de rétablir l'indépendance de la personne soignée de façon à ce qu'elle satisfasse ses propres besoins. Le rôle de l'infirmière est aussi de suppléer pour effectuer ce dont la personne a besoin ou qu'elle demande. Ainsi, les soins infirmiers visent à conserver ou rétablir l'indépendance du patient dans la satisfaction de ses 14 besoins fondamentaux. Ces 14 besoins fondamentaux sont abordés dans un autre cours, celui sur être infirmier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, si vous avez des questions ou des remarques sur ce cours, vous pouvez nous joindre par mail ou directement sur notre plateforme via notre chat. À bientôt sur Prep Academy.